Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Try Bandit. Donc on va dire que c'est une saison 3 qui commence puisque du coup on a fait une saison 2 qui n'a pas été jusqu'au bout. On s'est arrêté un peu à mi-chemin avec Arnaud. Et là cette saison, je voulais la redémarrer. Tout seul, pas tout seul, je me posais la question. Pas tout seul, c'est mieux parce que c'est quand même bien de discuter triathlon. Comment ne pas commencer cette nouvelle saison en parlant de Kona 2025 parce qu'on a eu, je pense, sous les yeux une course historique. Et qui de mieux placé pour parler d'une course historique que de quelqu'un qui maîtrise un petit peu cette course, qui y a participé je ne sais même plus combien de fois. Donc je voudrais remercier beaucoup Joël Steph d'être avec nous ce matin. Merci Joël, comment ça va ? Ça va bien. Et merci de ton invitation à ce podcast qui sera le premier podcast de ma carrière, n'est-ce pas ? Ah. Alors ça sera le premier podcast, mais par contre, alors j'aime pas, moi j'aime pas quand on me demande de me présenter sur un podcast. Donc du coup j'ai fait un petit effort, je vais essayer de résumer un petit peu Joël Steph, pour que les gens sachent un petit peu qui est Joël Steph et pourquoi je t'ai invité. Donc Joël Steph, tout le monde connaît, j'espère en tout cas, Vélofitting. Donc c'est le partenaire entre autres de la FF3 pour le positionnement. Surtout t'hésites pas, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Hein. Tu positionnes, Oui, tu positionnes les athlètes de l'équipe de France, que ce soit les élites ou les handis. Je pense que tu étais partenaire, mais peut-être plus trop d'équipes pro en vélo. tout à fait. Bon, on s'est occupé de AG2R pendant successivement de longtemps. Cofidis, voilà, AG2R pendant 11 ans. Là, depuis qu'ils sont passés avec une autre structure, donc c'est plus moi. Et on a fini avec Arkea pour l'instant, à qui on souhaite longue vie, même s'ils ont des petits soucis de recherche de partenaires. De recherche. Alors je crois avoir vu hier passer un post comme quoi Manu Hubert jetait l'éponge. Donc Ouais, il s'est beaucoup battu. Ouais. Donc affaire à suivre, parce que j'espère que ça renaîtra sous une autre forme. Et donc du coup, Joël, tout le monde, en tout cas j'espère, connaît ton expertise dans le positionnement. Et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, tu dois travailler avec Lionel Lestrade. C'est ça, tout à fait, ouais. Ouais, qui est notre technicien sur Nantes, voilà. Sur Nantes, voilà, à qui on fait coucou parce qu'il est encore, je crois qu'il est encore en ce moment à Kona d'ailleurs. Il est encore à Kona. Et donc Joël Steph, par rapport au triathlon, parce que c'est un petit peu ça le cœur de la question, t'as commencé en 1984, sauf erreur de ma part, donc c'était il y a quelques années. C'est pour ça que je vais pas dire ton âge, et on va pas parler d'âge, on va parler de choses qui fâchent ce matin. On peut, j'ai pas honte, moi. J'ai pas honte. Oh, c'est pas une question de honte, je voulais pas te gêner. Et donc, t'as été pro globalement de 84 jusqu'à 2005. Non, pro. Alors ça, c'est ma carrière triathlétique, on va dire. Hein. Pro. Alors moi, j'avais un statut un petit peu particulier puisque c'était EDF, GDF à l'époque, hein, qui me sponsorisait. J'étais employé par eux, mais détaché. Voilà. D'accord. C'est une situation confortable par rapport à certains pros qui devaient absolument gagner entre guillemets pour ramener de l'argent. Moi, j'avais cette position confortable. Donc j'ai été pro de 91 à 99. 91 à 99. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, donc moi, j'ai commencé en 94, donc je connaissais bien Joël Steph parce que je voyais son nom souvent dans les magazines 220 et Triathlète, par exemple. Je sais que tu as gagné un nombre incalculable de courses. T'as fait 500 épreuves, je crois, ou quelque chose comme ça, en tout. Un petit peu plus, mais oui, grosso modo. Grosso modo, donc 500 épreuves sur une carrière de plus de 20 ans, ça fait quand même des athlètes qui couraient beaucoup à l'époque. Entre autres finisher de 50 Ironman, c'est ça ? 52, exactement. 52, n'oublions pas les deux derniers. Parce que... Voilà, Ironman officiel, parce qu'après j'ai fait d'autres distances Ironman, hein. Par exemple en brun plusieurs fois, mais bon, ça, c'était pas Ironman, c'était une distance. Ah, ceux-là, tu les Ironman. comptes pas dans les 52 ? Non, c'est vrai que je les compte pas. Ah, bien. Donc, pour tout le monde, vous voyez vos tablettes et vous enlevez tous ceux qui sont pas dans les labels. Voilà, si vous faites pas un label, ça compte pas. À l'époque, c'était comme ça, en tout cas. Et on disait aussi, si t'as pas fini en brun, t'es pas un vrai triathlète. Donc ça, c'était les petits trucs de l'époque. Et par contre, en 1992, tu as fini les 6. Ouais, c'est ça. T'as fini les 6 labels officiels pour aller jusqu'à Hawaï. Alors, oui, 6 plus Hawaï, donc 7. Quoi. Donc ça fait 7 dans l'année. Ouais. Wow. Voilà. À l'époque, il n'y en avait que 7, hein, donc on pouvait pas faire plus. Hein. On pouvait pas faire plus. Tu te rappelles à peu de choses près des dates pour couvrir à peu de choses près le calendrier ou pas ? Alors oui, à 15 jours près, grosso modo, quoi. Ouais. Ça a commencé par l'Ironman de Nouvelle-Zélande qui devait être en février. Le mois d'après, tu avais l'Ironman d'Australie.
3 semaines après, il y avait le tout nouveau Ironman Lanzarote, la première édition. Un mois après, il y avait l'Ironman du Japon. 6 jours après, il y avait Roth, qui était Ironman à l'époque et qui était pas challenge. Donc ça fait un beau déplacement, France, Japon, retour Roth, etc. Après là, il y avait un break d'1 mois et demi pour faire le Canada. Et après, 1 mois après, il y avait notre ami Kona. Kona, 7 Ironman dans l'année. Donc voilà. Moi, c'est juste... allez, on va se laisser infuser ça dans la tête juste pour dire, tiens, on a fait 7 Ironman, plus les déplacements. Donc juste incroyable. T'étais aussi un petit peu touche à tout parce que tu faisais des raids, tu faisais des trails, tu faisais de l'ultra en Oui, vélo. voilà, c'est ça. J'étais ce qu'on appellerait maintenant un athlète multisport, quoi. En fait, moi, je fonctionnais pas par envie de victoire ou etc., mais par défi. Voilà, je trouvais un truc intéressant à faire. J'ai dit, tiens, ça, il faut que je fasse. Voilà. Ok, c'est génial. Et entre autres, dans les gros défis vélo que j'ai retrouvés, t'as participé à la RAM, la Race Cross C'est America. ça, ouais, sur Cross America en 94. Après, je me suis mis des défis, c'est-à-dire un peu, c'est la même chose mais à l'envers, mais en solitaire, en raid, un peu ce que font maintenant les ultraman lorsqu'ils s'amusent à traverser. Bon, je suis parti en fait de la côte cette fois-ci est des États-Unis pour aller jusqu'à San Francisco, mais par le chemin que prenaient les anciens colons américains de l'époque de 1860, quand il y a eu la grande ruée vers l'or. Donc voilà. Bon. Enfin, des beaux défis qui doivent avoir marqué un petit peu et le corps et les esprits, je suppose, parce que c'est quand même pas des trucs de bébé. Voilà, Et, c'était bien. C'était très bien. et du coup, la question très logique qui va arriver derrière tout ça, la première, c'est, si, je sais, on en a discuté un peu en off, que tu suis toujours, toi tu dis de loin, mais j'aime bien quand toi tu parles de loin, parce que, tu- pour mon avis, c'est pas si loin que ça, mais quel regard tu portes sur les performances chronométriques et sur les cadences de course, les calendriers de course des pros du moment? Parce que quand on voit les allures, je sais pas, quand tu vois les 7h27, les choses comme ça sur distance Ironman, c'est quand même assez incroyable. Même si tu dis que t'es de loin, qu'est-ce que t'en penses un petit peu toi, de tout ça? Alors moi, j'ai toujours eu un regard assez neutre, parce qu'il y en a à chaque fois qui se posent des questions. Pourquoi les gens vont si vite? Comment ils font pour enquiller autant de compétitions, etc. Moi, là-dessus, j'ai pas de parti pris. Je suis assez, voilà, je suis spectateur de ça. Je suis par contre, entre guillemets, émerveillé. Je trouve ça va très vite. C'est très technique. C'est joli à voir. Mais voilà, je vais pas plus loin dans les questions. Je me dis bon, le corps est une superbe machine, il arrive à encaisser énormément de choses. Voilà, j'ai un regard assez neutre là-dessus, je dirais. Ok. Je suis pas ni surpris ni interrogateur. Voilà. Ok. Alors, j'ai compris le côté admirateur. C'est sur quelle discipline les progrès qui te rendent le plus admirateur? C'est les 3h53,5 en vélo, ou c'est les 2h30 et quelques secondes, ou les 2h26 une fois de temps en temps sur le marathon? C'est un petit peu des deux. Donc la natation, on a vu que depuis 20-30 ans, bon ça, il y a pas de différence notable. Par contre, c'est la capacité justement à faire des gros vélos. Alors, ça se justifie par beaucoup de choses. Hein. On en parlera peut-être après, mais l'évolution de la technique, l'alimentation qui a fait un bond énorme. Nous, quand on consommait 30 grammes, 40 grammes de carbohydrates dans l'heure, on était content de pas vomir, excusez-moi, quoi. On était en gestion parce qu'il fallait qu'on gère notre énergie. Maintenant, on a l'impression que, en fait, c'est comment dire, c'est une machine qui tourne, voilà, on remplit et ça tourne au même niveau, quelle que soit la durée, quoi. Alors que nous, comme disent les Anglais, à la fin, on fadait un peu, quoi. Hein, on finissait comme on pouvait, quoi. Donc il y a ça, il y a l'évolution du matériel, la technologie, etc. Mais surtout, c'est la possibilité d'enchaîner derrière des marathons aussi qui sont phénoménaux, stratosphériques, comme les gens aiment bien dire, quoi. En fait, ils arrivent non seulement à faire des perfs dans une discipline, mais à enchaîner derrière une deuxième aussi fort, quoi. Bah, puis une troisième, parce que la natation, c'est pareil. Enfin, avant, je me rappelle, moi, des premières années, en 94, de temps en temps, à la sortie de l'eau, à Hawaï, t'avais un, euh, comment, j'ai même plus son nom, celui qui a le record de natation qui a tenu pendant très longtemps. Il sortait tout seul, à 1 minute, il y en avait un petit peloton de 2-3, et puis ça attendait souvent les 55, 58 avant de se densifier. Là, aujourd'hui, en 2022, ils sortent à 19 de l'eau en même temps. Enfin, Voilà. c'est juste, la densité, elle est énorme, quoi.
Voilà, sauf notre amie Lucie Ouais. qui fait toujours son numéro, voilà, chez les Chez filles. les filles, bah du coup, tiens, tu glisses super bien vers la course femme. Donc on a vu une course féminine qui pour moi va rester dans les annales parce que à tellement de niveaux, c'était une course extraordinaire. Comment tu l'as vécu toi parce que je crois que tu l'as regardé aussi pratiquement en entier, Ouais, pratiquement. ouais, je suis toujours, c'est cette course à Kona parce que bon, moi je suis niçois, il faut le savoir, donc bon, j'ai évidemment une tendresse particulière pour Nice, mais Hawaï reste Hawaï et je les suis chaque année, quoi. Au moins jusqu'à l'arrivée des 10 premiers, ou s'il y a quelqu'un d'autre que je veux suivre, je vais un peu plus, mais je suis. Alors tiens, je fais une aparté avant de rentrer dans le vif du sujet. T'es de Nice et tu as un Oui, cœur particulier pour la course d'Hawaï. Magique. Toi en plus, t'étais au cœur du duo, les championnats du monde à Nice, les championnats du monde à Hawaï. Comment t'as vécu toi les courses sur place, qu'elles soient hommes ou qu'elles soient femmes? En ayant connu Kona et en ayant connu Nice sur place, j'imagine que tu dois avoir un vécu encore un petit peu plus particulier et pointu que nous. ouais. Alors donc c'est là où mon âge va ressortir parce que je vais faire le vieux triathlète. Pour moi, Nice, quand c'est pas ça Ironman, c'est plus Nice. Alors j'exagère, hein, évidemment. Je fais un peu le trait. Mais Nice, c'était une distance particulière, un parcours particulier qui l'a placé non pas en concurrent d'Hawaï, mais une course spécifique sur le continent européen, la première, hein, importante. Même si au départ ça devait être Monaco, à Nice c'est un hasard, hein, que ça a été Nice, mais voilà, c'était vraiment une course à part. Et quand c'est Donc passé Ironman, alors effectivement maintenant, tu parles de la course Nice, c'était donc son ancien format, le fameux 4, 120 et 30, qui n'existe quasiment voilà, plus c'est ça, d'ailleurs sur le c'est ça. territoire français. Ça fait exactement 127, je crois, et puis notre 30 km ou 32 à pied, voilà, c'est ça, ouais. Et Et ça, donc, c'était une course qui avait sa propre identité. Et je pense que lorsqu'elle est passée Ironman, alors effectivement, elle gagne en notoriété, elle gagne comment dire, en notoriété, je suis même pas sûr, mais en, en triathlète intéressé pour faire cette course parce que c'est un label Ironman. Mais voilà, elle a perdu un petit peu ce pendant d'Hawaï qu'elle avait, quoi. Et du coup, Hawaï s'est détaché comme la course de référence mondiale qu'elle était déjà, hein, de toute façon. Il faut pas se voiler les yeux, mais non, non. Quand Nice est arrivé, beaucoup de gens ont découvert les premières images en 82 quand ils ont vu ce légionnaire clavicule cassé en train de finir la course. Moi, j'étais sur le parcours parce qu'à l'époque, elle passait devant ma maison de campagne. Euh, et mais quand on a découvert ça, après les gens sont penchés et nos plantins, nos retrains, Cordier un peu plus tard, ont fait vivre ce mythe Hawaï. Et puis Hawaï, bah, c'est les palmiers, c'est la chaleur, c'est les îles. Et bah, Nice, je trouve, n'a pas, en passant Ironman, ne rivalise plus avec ça. Voilà. Mais c'est mon ah, opinion de Niçois de cœur. Hein, voilà. non mais c'est ce qui nous intéressait justement. Et il y avait une espèce de complémentarité en fait. Il y avait beaucoup de triathlètes qui venaient à Nice entre guillemets pour servir de tremplin pour Hawaï à l'époque. Voilà, c'est ça. À l'époque où les dates pouvaient coïncider, parce que Nice a beaucoup bougé. Hein, un coup en juin, un coup en septembre, un coup en octobre. Je crois que même il y a eu une des premières éditions qui devait être en novembre. Oui. Donc voilà, les dates ont beaucoup bougé, quoi. Alors parfois c'était pas complémentaire parce qu'on pouvait pas faire les deux, c'était trop rapproché. Certains l'essayaient. Donc voilà. 420 Et et puis à 30. l'époque, tous les Américains célèbres venaient sur la promenade des Anglais, hein, donc on a eu nos Tinley, Mark Allen, bon, on n'en parle même plus. Euh, Qui a on gagné a 8 eu Scott fois. Pruitt, voilà. Ok, ok. Et donc le fait que ce soit une alternance homme-femme, le fait que ce soit ce qu'ils aient voulu séparer, toi qu'est-ce que t'en as eu comme ressenti? Parce que du coup chacun pouvait penser un peu ce qu'il voulait, mais ils ont essayé de nous vendre ça comme étant la volonté profonde de mettre en avant le sport féminin. Alors, alors là, c'est un peu plus, comment dire, mitigé parce que mon opinion a un petit peu évolué. Au départ, donc je reviens sur mon vieux triathlète, pas grincheux, mais bon, voilà quoi, qui aime pas qu'on change les choses. Nous, ces championnats, Kona, etc., c'est tous ensemble, amateurs, professionnels, filles, garçons, quoi. Pas de séparation. Alors j'entendais bien, oui, mais c'est pour une histoire de justice, on va dire, de course.
parce que souvent les filles, il y a eu, on connaît, je ne donnerai pas les noms, mais beaucoup de filles qui avaient leur chevalier servant, voilà, qui les tirait un petit peu, on va dire ça comme ça. Donc l'idée était bonne là-dessus pour les quitter. C'est vrai que dans l'eau, pour ceux qui ont fait ces courses-là, on se prend des coups. Bon, alors les filles sont costauds, il faut pas se leurrer non plus, elles savent prendre des coups. Mais bon, voilà, certaines se plaignaient un petit peu de ça. Donc ça, j'avais bien noté et compris. Par contre, j'ai trouvé sans encore citer de nom, sur certaines courses, que ça perdait de l'intérêt. Le spectateur s'était un peu désintéressé du sport féminin triathlète. Il y avait moins de spectateurs. Comme il y avait aussi moins de compétitrices, la course était un peu tristounette à voir, etc. Et puis là, dernièrement, et puis surtout, par exemple, quand on voit Hawaï, cette course, moi, je l'ai trouvée magnifique cette année. On se dit, finalement, c'est quand même pas si mal que ça. Mais bon, je reste quand même sur ma première impression, tout le monde ensemble, quoi. Filles, garçons, pro et amateurs. Je te rejoins complètement sur le côté, alors pas sur le côté vieux triathlète, même si, mais sur le fait que visuellement parlant, le fait qu'il y ait eu une scission des deux, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une visibilité totale sur la course des filles, et on peut dire ce qu'on veut, les deux courses de Kona 2023 donc et 2025 avec les filles seulement, elles ont été magiques. En 2023, donc c'est Lucie qui nous fait son récital. On s'est demandé jusqu'à la dernière minute si ça allait tenir. Et donc là, cette année, et c'était ça un petit peu qui nous rassemble aujourd'hui, une course avec une dramaturgie incroyable. Si vous étiez un peu courageux, que vous alliez jusqu'au 21e kilomètre, c'était un peu, à pied en tout cas, c'était un peu une course, certes, il y avait eu 2-3 changements de leader, mais il n'y avait pas trop de surprises. Par contre, entre le 21 et le 42, si vous êtes allé dormir, vous avez tout loupé. Donc désolé, ouais. Bon, on spoil plus parce que maintenant tout le monde sait ce qui s'est passé, mais c'était tout simplement incroyable. Ouais, mais ce qui s'est passé entre le 21 et le 42, c'est un petit peu dessiné avant, et donc du coup on va essayer de mettre un petit peu les mains dedans. Ça te va? Tout à fait, c'est la magie de Kona. Exactement, la magie de Kona. Alors nous on voit ça comme la magie, mais j'imagine que Taylor et Lucie, elles en parlent plus comme tout à fait la magie. Parce que... je pense que d'ici quelques temps, moi-même maintenant, elles ont assez vite relativisé. C'est des compétitrices, bon, elles savent ce qu'elles font, elles savent jusqu'où elles peuvent aller ou pas. Et voilà, je pense que bon, déception ou pas, certainement, mais ouais, je pense qu'elles ont bien. C'est des vraies championnes. Ah, c'est des vraies championnes. Le lendemain, il y avait Taylor qui était déjà pas en sourire, mais qui rigolait un petit peu de ce qui s'était passé la veille. Elle plaisantait même sur le fait que elles avaient passé une sale journée, mais elles pensaient à leur coach respectif, parce que donc Lucie et Taylor ont le même coach, qui leur donne pas du tout la même chose, mais elles pensaient à lui parce que en tant que coach, voir les deux premières s'étaler comme ça, il avait dû passer un sale moment, et je pense aussi. Donc je serais curieux d'avoir le retour de ces deux championnes. Elles vont faire, je crois qu'il y a Lucie qui va sortir une vidéo dans quelques jours, on aura un petit peu les insides qu'on n'a pas, mais voilà, et puis on va pas oublier surtout la magnifique vainqueur du jour, que tout le monde avait vu arriver, mais elle était passée un peu sous les radars. Et puis Solveig, toi tu la connais un petit peu, c'est l'avenir du triathlon, je l'avais dit quelques jours avant la course, mais par contre on l'attendait pas à ce niveau de performance quand même. Ouais, c'est clair. Alors personnellement, moi j'avais fait des pronostics avant où je l'avais mis 4e. Pourquoi? Parce que effectivement, elle avait pas encore éclos au point où elle en était là. Par contre, bon, elle vient de gagner l'Ironman de Lake Placid il y a pas longtemps, un 73 aussi. On sent 25 ans, je crois, donc elle arrive. On sent qu'elle monte en puissance. Et puis surtout, avec un petit peu d'humour, c'est une Norvégienne, quoi. Donc on s'est dit bon, et c'est possible qu'il se passe quelque chose. Mais je l'avais quand même mis en 4e, quoi. Et mon pronostic avant la course, c'était Lucie, parce que Lucie, c'est Lucie. Elle a toujours d'ailleurs le record du parcours à Kona. Elle est très solide, et surtout elle l'avait bien dit haut et fort, et bon, je la suis aussi sur les réseaux, on va dire un peu plus que certaines. Elle avait réussi à faire une année sans blessure, ce qui lui arrive très rarement. Donc j'avais dit bon, Lucie, je la mets devant. Ensuite j'avais mis Laura, parce que Laura Philippe, parce que j'ai été impressionné à Nice quand je l'ai vu courir. J'ai dit mais c'est impressionnant. Puis elle avait le profil un petit peu, quoi, grande, longiligne, assez sèche. Palmarès de fou, quoi, vraiment un palmarès de fou. Laura, quand on va chercher dans son palmarès, elle a amené, je crois, à plus de 10 Ironman gagnés, 15 73, enfin c'est impressionnant.
Kate parce que elles sont un peu inséparables toutes les deux, hein, on les voit souvent sur les courses tirer la bourre. Donc voilà, c'est un peu mon quatuor, je sais pas comment on dit ça, mon quatuor. Bon, je l'ai eu dans le désordre, quoi. J'ai fait un 2-3-4, c'est devenu 4-3-2, quoi. Voilà, quoi. Et mais par contre, enfin, je pense qu'il y avait très peu d'œil avisé et de spectateurs qui avaient pu prédire qu'à un moment donné, il allait y avoir cette guerre intestine qui était finalement suicidaire entre Lucy et Taylor. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'elles sont sorties de leur plan de course à partir du moment où il y en a une qui a rattrapé l'autre. À partir du moment où Taylor rattrape Lucy, d'ailleurs peu de temps après, il y a eu la fameuse pénalité qui a rajouté de l'huile sur le feu, je pense. Mais elles étaient plus dans leur pacing et je pense que c'est quelque chose qui leur a coûté cher parce que à partir du moment où on pense à quelqu'un d'autre dans cette course de Hawaï, c'est quand même assez difficile de se dire que ça va durer assez longtemps, quoi. Ouais, alors c'est certain. C'est ce qui a quand même mis un petit peu de sel sur la course, qui a fait la beauté de la course. Mais d'un autre côté, quand on analyse un petit peu la course de Solveig, on se dit que ok, elles se sont tirées la bourre toutes les deux, mais si elles l'avaient pas fait, Solveig fait quand même le meilleur temps vélo, quoi. L'air de rien, hein, on n'en parle pas comme ça, elle est passée un peu sous les radars, mais elle fait le meilleur temps vélo. Une course solide à pied. Si elle s'était moins tiré la bourre, Lucy et Taylor, peut-être que Solveig aurait quand même. Alors ça aurait changé peut-être Kate qui aurait pu revenir plus sur Solveig, mais je pense qu'elles étaient quelque part. Si elles n'avaient pas fait ça, elles auraient peut-être pas sauté, mais c'est pas sûr qu'elles auraient gagné quand même une des deux, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'était tellement... Bon, alors on peut pas refaire la course, mais depuis le départ natation, c'était un petit peu à la fois cousu et pas décousu, pas tant décousu que ça. Dès le départ de natation, Lucy fait du Lucy, donc elle part tout de suite. Par contre, il y a donc quelque chose que j'avais noté et qui a été relevé par Jack Kelly de The Triathlon Hour. Globalement, Taylor a essayé de suivre un tout petit moment. Elle a essayé de suivre Lucy, elle a essayé de la rattraper, mais elle est sortie et elle a laissé partir Lucy très rapidement. Et c'est là ce qui a créé le deuxième peloton, le deuxième pack. Par contre, pour la première fois, Taylor fait preuve de sagesse et apparemment c'est l'intensité d'effort. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la course, on nage sans combine, donc c'est une eau à 27. Il y avait beaucoup de houle, ce qui a rendu la course très difficile. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais je pense que c'était pas la même eau que d'habitude. Et faire le chrono. Oui, je l'ai fait une année, alors je sais plus quelle année c'était, où effectivement il y avait non seulement la houle, mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que il y a des courants d'eau, froid qui traversent en même temps. Et quand on nage, des fois on a chaud, on est presque en surchauffe, et par contre on a ces moments, ces courants d'air froid, c'est pas des courants, c'est courants d'eau quoi, qui chez certains peut occasionner des maux de ventre, comme on a eu, chez certains crisper et faire des maux de dos, comme on a eu aussi. Marjolaine a eu mal au dos, hein, par exemple, sur le vélo. Justine Mathieu, bon, a eu mal au ventre. Bon, et cette natation un peu choppie, comme ils disent, les images évidemment ne rendent pas parce que c'est pris un peu de haut. Mais quand on est vraiment au ras de l'eau, on boit de l'eau, ça tape. Ouais, c'est pas facile, quoi. Il s'est passé beaucoup de choses et le fait qu'il y ait cette bataille et ces nageuses qui se soient mis un petit peu dans le rouge pour essayer de limiter les écarts, je pense que ça a déjà eu un gros impact sur le reste de la course. Taylor a dit qu'elle était arrêtée à un moment où elle était à la limite de la surchauffe dans l'eau. Donc quand on commence à chauffer dans l'eau, en général, c'est que derrière ça va couiner un tout petit peu. Moi, ce que j'ai trouvé surprenant aussi, c'était les écarts à la sortie de l'eau. Donc Lucy sort avec 1 minute 30 d'avance sur le premier pack et tout de suite après c'était 3 minutes et au-delà. Et par contre, en 12 bornes, c'était passé déjà à 3 minutes, puis 4 minutes. Enfin, on voyait bien que Lucy était en mission, que Taylor était pas là pour laisser jouer Lucy. Par contre, derrière, elles étaient pas du tout dans le même tempo, quoi. Je pense que Lucy, c'est clair, elle voulait pas que Taylor lui mette trop la pilule à vélo, puisqu'on rappelle que Taylor, elle est quand même championne des États-Unis à de contre-la-montre. Bon, le vélo, c'est son point fort. Je pense qu'elle sait qu'elle était un petit peu moins forte que Kate et Laura à pied.
Donc voilà, et c'était clair qu'il fallait pas qu'elle pose le vélo avec tout le monde, quoi. Bon, elle savait, enfin on pense à chaque fois, ça c'est la théorie. Hein. On sait que jusqu'à présent, elle a toujours mieux couru que Taylor. Donc voilà, je pense elle avait tout ça en tête, ce qui fait qu'elle est partie vraiment fort, quoi. Alors, elles sont parties toutes les deux super fort et avec des écarts même au demi-tour. Enfin, au demi-tour, ah oui, il y avait déjà, sauf erreur de ma part, c'était 6 ou 8 minutes, ce qui était Ouais, c'est ça. extraordinaire. Et c'est pas dans l'autre sens, c'est pas quand... alors on dit, souvent on appelle ça un peu la montée et la redescente, mais le profil n'est pas que montant ou descendant. Il y a encore un petit peu la remontée vers Scenic Point et ainsi de suite, puis il y a le vent qui se lève un peu. Par contre, les écarts étaient vraiment terribles. Et une des premières fois où je me suis dit, tiens, la course, elle va commencer à partir un petit peu en cacahuète et il y a risque de popcorn, c'est justement dans cette montée de Hawi. Donc quand elles arrivent au 97e, je crois, où c'est la montée de Hawi où tu arrives au demi-tour, Taylor, elle doit être à 1,30, je crois. Au pied, elle est à 1,30 et elle rattrape Lucie au demi-tour. Donc en Voilà, 6 demi-tour, elle a km, 2 secondes, quoi. 2 secondes, ouais. 1,30 en 6 km, ça veut dire qu'elle est montée 15 secondes plus vite au kilomètre que Lucie, ce qui est pour moi un effort à mon avis, parce qu'elles c'est pas elles n'étaient pas en cyclotourisme, hein. Ouais, Donc ouais. ça monte vite déjà au départ. Et là je me suis dit quel effort énorme. En plus, juste après avoir repris la tête, il y a le ravito. Après le demi-tour et Taylor dépasse Lucie, il y a le ravito et Taylor s'arrête. Donc là elle fait un gros effort et elle s'arrête. On sait très bien que même s'il y avait un petit peu de vent, quand on s'arrête, il n'y a plus le déplacement d'air. Ça fait chauffer un petit peu le bazar. Et sur la redescente avec les vents et ainsi de suite, je me suis dit, tiens, c'est quand même assez étrange comme façon de voir. Alors, ne pas vouloir prendre son ravito à Hawi, ça me paraît logique, mais de là à s'arrêter, je me suis dit, tiens, il se passe quand même quelque chose. Ouais, alors pourquoi on saura, enfin si elle nous le dit pas, on saura pas exactement. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que, alors ou alors il y a eu aussi peut-être alors pas pour l'arrêt, hein, mais pour le fait qu'elle ait repris aussi autant de temps sur la montée, c'est peut-être qu'elle n'avait pas de pacing entre guillemets ou de temps, des chronos, elle savait pas exactement où était Lucie. Et par contre, quand elle l'a croisée dans la descente, elle a vu où elle en était. Mais bon, ils étaient pas assez loin pour que voilà que ça joue vraiment. Elle s'est dit peut-être bon moi je suis plus forte à vélo, je suis toujours derrière à peu près au même endroit. Le seul endroit vraiment difficile, le plus difficile on va dire, c'est cette montée. Donc peut-être je vais faire parler ma puissance et essayer. Enfin voilà, on peut que supputer ce qui s'est passé. Mais ouais, elle s'est peut-être dit aussi bon je lui reprends vraiment pas beaucoup. Je sais que si je pose le vélo avec elle, bon ben c'est mort. Donc voilà, je pense que tout ça a dû un petit peu jouer dans sa tête quoi. Voilà, ou alors elle s'était réservée à l'avance en se disant je fais la première partie un peu tranquille et j'attaque à ce moment-là et elle l'a fait. Voilà. Au lieu de faire la descente, comme il y en a beaucoup qui se disent que les écarts peuvent se faire dans la descente, Ouais, je tout à fait. planifie de faire une grosse montée, alors sans vouloir peut-être forcément la rattraper, mais c'est une conséquence indirecte. Je rattrape mon temps là et du coup je continue sur la deuxième partie. En tout cas, Voilà. ça, Ou lui mettre la pression, ou lui ou mettre lui- la pression de coup en disant regarde si je veux en 15 bornes je te reprends 1 minute 30, je sais pas. c'est possible. Et puis du coup, il y a donc ça pour moi c'était le premier événement où il était là. Donc si les gens ne l'ont pas vu, je pense que vous pouvez regarder un petit peu les chronos avant et les chronos après à 8, ça peut être intéressant. Et le deuxième, bien sûr, le deuxième caillou, enfin le premier caillou dans la chaussure de Lucie, c'est cette fameuse pénalité. Donc pénalité pour un bidon. Donc c'est pas un bidon, c'est à Hawaï, il y a des bidons, il y a des bouteilles d'eau. Elle a pris une bouteille d'eau, la bouteille d'eau est tombée et l'arbitre lui met 1 minute de pénalité pour ça. Qu'en pensez? Est-ce que la règle est légitime? Enfin, tout simplement. Ben, moi à chaud sur le site d'Ironman j'ai mis un mot qui a été après un peu repris lamentable quoi. Je trouve ça lamentable. Que il y a la règle, comme on dit, et l'esprit de la règle, quoi. Quelqu'un qui jette ses trucs hors de la zone prévue pour les déchets, bon, c'est une chose. Une bouteille qui tombe accidentellement, on sait en plus que toutes les bouteilles là-bas, c'est plus des bidons, c'est des bouteilles, elles ont pas toutes le même diamètre, elles fitent pas exactement dans les portes bidons. Enfin voilà, c'est accidentel. Voilà, qu'elle est à la limite un avertissement, ce qu'on veut, quoi. Mais bon. Elle y est pour rien, quoi. Elle a pas fait exprès. Non, C'est lamentable. Voilà. et du coup, avoir un impact sur la course pour quelque chose dont tu n'es pas volontaire, c'est exactement ça, la règle et l'esprit de la règle, et merci de le dire comme ça, c'est magique. Euh,
les bouteilles sont pas du tout adaptées au porte-bidon. Si elle l'avait jeté un bidon en dehors de la zone, bah, la pénalité se discuterait même pas. Et ça serait même pas du jet de déchets involontaire, ce serait du jet volontaire. Donc c'est encore autre chose. Mais là, c'est vraiment du jet involontaire. C'est même pas du jet. C'est pas qu'elle a jeté sans le faire exprès. C'est que c'est tombé. Là, l'arbitrage doit être revu à ce niveau-là parce que dire que ça n'a pas eu d'impact sur la course du Lucie, je pense que c'est se cacher derrière un poteau, quoi. Oui, oui, ça a eu, à mon avis, ça veut pas dire que ça aurait changé la face du monde, mais ça a eu un impact. Surtout que Lucie, on sait que c'est une fille. Bon, moi, j'aime beaucoup regarder les filles. Elles sont toujours alors entre elles, c'est des vraies compétitrices, mais elles font vraiment attention à tout. On voit sur toute la nutrition, chaque fois qu'elle prenait un gel, elle mettait ça dans sa combinaison, le déchet qui restait, le papier, là, l'enveloppe. Donc elles font vraiment attention, quoi. Elles jouent le jeu et ça, voilà, je trouve ça petit, petit. Ouais, tout à fait d'accord. En plus, le retard, donc une minute en vélo à leur vitesse de déplacement, ça fait quasiment 800 mètres. Autant dire qu'on perd de vue entre guillemets la compétitrice. Et donc du coup, ça te permet plus de gérer entre guillemets à la place et au chrono. Tu gères vraiment, tu reviens à ton niveau. Et je pense que ça a pu la sortir parce qu'elle a voulu peut-être rattraper plus ou moins fort, ce qui a été faisable ou pas d'ailleurs, puisque elle perd une minute et elle finit à 1 minute 37, elle pose le vélo à 1 minute 37 d'écart. Donc c'est pas rédhibitoire, mais à un moment donné, quid de la gestion, du pacing, de l'alimentation, ça a pu mettre un petit peu un stress qui avait rien à faire là à ce moment-là de la course, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça a impacté. Alors après, on peut dire que Lucie aurait pu le gérer différemment. Mais disons que le départ course à pied, à mon avis, a été un peu, on en reviendra peut-être après dessus, mais a été un peu trop rapide. Mais bon, je pense qu'elle était quand même déjà un peu en surchauffe. Mais le parcours course à pied, le départ, pardon, course à pied, a été un peu rapide parce que justement, elle avait ses 1 minute et quelques à rattraper et qu'elle voulait les rattraper vite, quoi. Elle serait partie avec, déjà, si elle l'avait gardé en point de mire, elles auraient posé le vélo à 30 secondes, quelque chose comme ça. Elle serait partie plus zen. Et c'est peut-être la limite, parce que la surchauffe, elle se joue à pas grand-chose. Hein. Ouais, C'est carrément. peut-être la limite entre la surchauffe et puis gérer la suite, quoi. C'est ce qui différencie ce que j'appelle la différence entre le SV2, le seuil ventilatoire 2, et le seuil thermique 2. Parce qu'on sait que en seuil ventilatoire, quand on l'a dépassé, c'est pas très grave, on a encore une durée d'effort qui est relativement longue. Dès qu'on a passé une température certaine, qui est une température limite, le corps, lui, va se mettre en alerte. Et deux options, c'est soit on ralentit vraiment très fort, donc quand on est en course, on peut pas, soit on s'arrête tout court, parce qu'on est vraiment sur un point critique. Le coup de chaud, d'ailleurs on le voit plus tard, le coup de chaud qu'a eu Taylor, il est vraiment catastrophique. Ouais, surtout que sur Hawaï, bon, on reviendra peut-être les conditions climatiques, mais c'est quand même c'est une course très 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 particulière, quoi. Parce que à la fois on se déshydrate, mais à la fois comment dire la transpiration avec la chaleur et l'humidité qu'il y a, la transpiration ne refroidit pas le corps en fait. Donc on est dans une espèce de cercle un peu vicieux où on essaye de boire parce qu'on se déshydrate, mais à la fois ça sert à rien. Donc des fois on boit trop. Donc en fait la limite entre la surchauffe et le fonctionnement, on va dire géré, elle est très 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 fine, quoi. C'est ce qui rend cette épreuve encore plus particulière, mais je sais plus si c'est avec toi que j'en discutais ou avec quelqu'un d'autre. Non, c'était avec toi au sujet de l'Haïtoman, parce que du coup, tu as gagné aussi l'Haïtoman, mais donc à Haïti, une course qui n'existe plus. Tahiti, pardon. Sur l'île de Montréal, juste à côté. Et donc, même si les conditions peuvent être similaires, les ressentis sont un petit peu différents. Donc, ce qui fait qu'on se refroidit, c'est pas le fait qu'on transpire, c'est le fait que la transpiration qui est sur nous s'évapore. Donc, c'est le déplacement d'air avec l'évaporation. Mais par contre, si on transpire beaucoup, mais que l'air est chargé en humidité, ça s'évapore un peu moins et donc le refroidissement marche un peu moins. Donc, la surchauffe, elle est terrible. Et quand on est donc les trois facteurs de la chaleur, c'est la température, l'hygrométrie et l'exposition à la chaleur. Quand on est à Hawaï, l'exposition au soleil, pardon, les trois curseurs sont au taquet. Il fait très chaud. Là, il faisait très humide parce que les jours d'avant, il avait plu. Donc ça refroidit pas à Hawaï, ça fait que monter l'humidité. Et puis le soleil, ben ça pouvait. La journée a commencé un petit peu avec un ciel, pardon, un peu chargé. Mais sur la moitié du vélo, on voyait bien que le ciel s'est dégagé. Et quand le soleil arrive là-dessus,
Moi, je me rappelle, le soleil, il te tape. Enfin, à Hawaï, Oui, oui, tout à fait. Ouais. Il te grille, quoi. t'es C'est pas dans un comme nulle part. Lanzarote qui te sèche en même temps, mais ça grille fort. Et puis, et encore une fois, sur les écrans, quand on suit la course, on le voit pas. Mais il y a aussi ce vent, alors qui était un peu moins fort que les autres années, mais il y a du vent quand même qui est assez fort et qui peut te donner l'impression à vélo de te refroidir, mais bon, qui fatigue en même temps. Et c'est très particulier. Ouais, c'est vraiment une course à part, quoi. Et qui nous a livré sur le marathon un scénario incroyable. Donc effectivement, je pense que le départ course à pied de Lucie a été fortement impacté par sa minute. Elle est partie un petit peu vite. Mais on va dire que le premier aller-retour, donc qui est sur Ali Drive, qui fait grosso modo une douzaine de kilomètres en tout, c'était assez rapide, puisqu'elle a quand même repris pas loin d'une minute 15 sur les 1,37 qu'elle avait de retard en 12 kilomètres. Donc ça fait, c'est quand même assez énorme comme différence d'allure, parce qu'on parle pas on parle pas de la joggeuse du dimanche, on parle de Taylor Nib. Donc en course à pied, c'est pas n'importe qui, c'est une des meilleures courses à pied du monde. Et pour moi, le deuxième point qui m'a dit attention, ça va partir en cacahuète, c'est cette fameuse remontée sur Palani Road. Donc au 12e kilomètre, après au 13e à peu près, sur ce qui sépare le premier aller-retour du deuxième aller-retour sur l'autoroute, c'est cette fameuse montée de Palani Road qu'on fait une première fois en vélo. Et donc c'est 800 mètres à 8%. À pied, c'est pas cadeau. Et là, c'est cette fois, c'est Lucie qui ramasse 20 secondes quasiment sur ces 800 mètres-là. Là, je me suis dit, c'est pas possible, monter ces 800 mètres-là 20 secondes plus vite et ne pas en payer les conséquences juste derrière, c'est pas possible. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs. Alors, bien entendu, en toute humilité, on peut pas parler d'erreur. Hein, c'est des championnes, je veux dire, quel que soit notre palmarès, on est tout petit à côté. Mais en plus, son mari est quand même à Lucie, le coach donc de Lucie de Taylor, c'est un technicien. Bon, bon, c'est pas un Norvégien, mais c'est un technicien. Donc bon, ce sont des choses qu'ils savent, quoi. Mais je pense qu'effectivement, peut-être que Lucie n'a pas senti qu'elle était justement à la limite, et cette montée-là, ben ça a fait passer la limite, puisqu'on a vu que c'est à partir de là que ça commence à partir en cacahuète, quoi. C'est le fait qu'elle l'ait repris à portée de vue peut l'avoir fait sortir ce que j'appelle de sa course à elle. C'est-à-dire que tu te concentres plus seulement sur tes sensations, mais sur le fait que, tiens, j'ai enfin ma cible à portée de vue, et peut-être que sur cette montée-là, je vais pouvoir aller la rechercher plus vite que ce qu'elle aurait fait si elle n'avait pas eu Taylor en vue, et donc du coup, bah, la surchauffe. Et donc en haut de cette fameuse montée de Palani, on bascule à gauche et on part sur la Queen Key à pied, parce qu'on vient de faire en vélo, on le refait à pied, jusqu'au demi-tour de Energy Lab. Et là, c'est le festival du popcorn qui commence. C'est assez incroyable. Donc Lucie reprend Taylor, reprend quasiment une minute d'avance, si ce n'est pas un petit peu plus. Et du coup, d'un seul, le scénario s'inverse. Et là, on commence à se dire, ah, il y a quelque chose qui enraye la machine Lucie Charles. Ouais, parce que je pense qu'en fait, quand elle a doublé Taylor, elle a commencé, elle était déjà peut-être un tout petit peu en sur-régime, quoi, au niveau, alors pas forcément sur ses qualités potentielles, mais sur sa température corporelle et le reste, puisqu'on voit que elle plonge dans les bacs à glace, qu'elle essaye de se rafraîchir comme elle peut. Et je pense qu'en fait, comme Taylor l'a jamais perdu de vue, Taylor, elle a d'un seul coup, elle s'est dit, mais tiens, elle me prend plus rien, quoi. Et donc ça a fait un peu l'élastique. Du coup, elle s'est accrochée. Et voilà. Et en même temps que Lucie était en train de s'éteindre, Taylor s'est dit bon, c'est bon, je la tiens au bout de ma canne, quoi. Et, et voilà, quoi. Et du coup, il y a descente sur Energy Lab. Et Energy Lab a pas menti. Tous les ans, il se passe des choses là-bas. Et à la remontée d'Energy Lab, Lucie se fait arrêter parce que ça fait 2 ravitaux qu'elle marche complètement, qu'elle est complètement. On voit bien qu'elle est en perdition, même si elle court encore relativement bien. On voit bien que les curseurs sont plus dans les bonnes zones, quoi. Ouais, en fait, sur les ravitaux, elle s'effondre un peu, elle essaye de se requinquer, et quand elle part à pied, elle reprend quasiment son allure normale, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Il y avait plus rien, quoi. Et puis bon, c'est donc là, je pense que c'est pas son coach, mais c'est son mari qui l'arrête, quoi, hein, puisque c'est le même, hein, c'est son Oui, mari, oui, mais oui, c'est les mêmes personnes. là, c'est voilà, un coach pur aurait peut-être dit.
écoute, les autres sont quand même assez loin derrière. Tu peux faire 3, tu peux faire 4, tu peux faire 5. Voilà, sur Hawaï, c'est des pros. Il y a quand même un prize money derrière. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Mais son mari, il lui a dit, hop là, stop, on arrête les frais, quoi. Et j'ai trouvé il y a Sam Laidlow qui s'est exprimé un petit peu juste après la course et qui a justement, lui, il a vécu la même chose l'année dernière. Il s'est retrouvé un petit peu dans les cordes et il a terminé la course. Il a dit si j'avais su les conséquences que j'avais à payer derrière et les 6 mois dans le mal que je me suis infligé en terminant cette course, peut-être que si c'était à refaire, je le referais pas. Donc je pense qu'effectivement, ouais, C'est la différence entre les amateurs et les pros, entre guillemets, quoi. Amateur, enfin, tu es là, tu viens sur Kona, tu finis ta course, quoi. Même, moi, je me souviens sur le premier Kona que j'ai fait, comme on dit en anglais, j'ai bonké comme un fou, quoi. Je mets, je crois, 12h30 ou un truc comme ça. Et c'est là où j'ai sorti une phrase qui avait été reprise à l'époque où je disais, parce que j'ai mis plus de temps à pied qu'à vélo, par exemple. J'ai dit, on ne devient Ironman que lorsqu'on aura mis plus de temps à pied qu'à vélo, tu vois. Donc j'ai mis 6 heures à pied. En fait, j'ai marché tout le temps. Mais pourquoi? Parce que tu arrives à Kona, c'est ton premier Kona. On n'est pas là pour les sous, on est là pour le finir. Alors qu'elles, elles ont quand même une carrière à gérer. Nous, si on est en vrac 6 mois après, on s'en fiche. Ben pas elles, quoi. Donc ou pas eux. Donc je pense que c'est une sage décision qu'il a fait. c'est une sage décision parce que en plus tu as complètement raison de le signaler. Le calendrier s'arrête plus à Hawaï mi-octobre. Maintenant, il y a les championnats du monde Half qui arrivent là dans quelques semaines, le 9 novembre. Pour celles et ceux qui sont sur le T100, il y en a plus beaucoup, de moins en moins sur les deux circuits, mais la finale c'est le 13 décembre. Donc ça fait des saisons à rallonge. Comment gérer ça, les déplacements? C'est donc tout simplement incroyable. Ouais, tout à fait. Avant, donc à l'époque, il y a le vieux triathlète qui ressort. Donc il y avait pas de 73. Bon, on appelait ça, c'est des catégories, mais Ironman n'avait pas mis le nez sur ces distances. Et en fait, la saison s'arrêtait à Kona et reprenait pour ceux qui faisaient des Ironman en Nouvelle-Zélande 4 ou 5 mois après. Donc il y avait vraiment un gros trou. En hiver, on courait assez peu, sauf en Australie puisque là-bas c'était l'été, mais c'était plus du court. Donc voilà, il y avait vraiment une cassure, une coupure, comme on appelait, quoi. Alors que là, maintenant, ben, si on veut, on peut ne pas couper, quoi. Oui, enfin, est-ce qu'ils voudraient couper? Je pense que de plus en plus, ils aimeraient bien pouvoir souffler un petit peu. Mais là, aujourd'hui, entre la densité de concurrence et le fait que le calendrier s'étale quasiment du 1er janvier au 31 décembre, bah, il y a plus de temps calme et il y a plus de moments faibles. Et comment survivre à un tel rythme infernal? Parce que entre les distances, les calendriers, les circuits, c'est vraiment incroyable. Donc, il y a des Alors, choix à faire. il faut être sage et savoir faire sa programmation, quoi. Bah du coup, ça me permet aussi de glisser un petit peu et de sortir du duo Lucy Taylor. Les deux derrière, qui sont donc Kat Matthews, qui fait une course extraordinaire avec le record marathon là-bas, hein, parce que Ouais. c'est pas rien non plus, et Laura Philippe, c'est deux triathlètes qui sont, alors certes, elles sont concurrentes et il y a une belle rivalité entre les deux, mais elles ont des choix qui sont strictement opposés, je trouve. Kat Matthews court encore beaucoup, enfin, je trouve qu'elle a fait beaucoup de courses en tout cas cette année. Alors que Laura Philippe, elle est chirurgicale. Enfin, elle court pas beaucoup, mais par contre, quand elle court, elle la met au fond en général, parce que je crois que avant Kona, c'était 3 courses, 3 victoires. Et donc, elle fait podium, mais c'est dans des conditions incroyables. Ouais, je pense ça, alors, je pense que c'est une histoire de mentalité en fait. Je me disais, est-ce que le coach intervient là-dedans? Oui, mais c'est quand même elle qui décide un petit peu hein, ce qu'elle veut faire. Et je pense que c'est une histoire de mentalité. Kate, elle aime courir, on voit, ça lui fait plaisir. Elle aime la compétition. Elle quitte des fois à enchaîner, même s'il faut pas trop, parce que ça lui fait plaisir. Elle voyage, elle court, voilà, elle aime ça. Alors que Laura, ben, je pense qu'elle est plus focus, plus technicienne, quoi. Elle cible son objectif, elle dit celui-là, je veux le faire, et puis voilà, quoi. Je pense que ben, on l'a retrouvé partout, surtout depuis le début des Ironman, hein, sur les, comment dire, sur les hommes, sur les femmes. T'avais un Dave Scott qui faisait une course dans l'année, c'était Hawaï, il se préparait toute l'année pour ça. Mark Allen qui courait pas mal, mais par contre qui ciblait, et un Scott Molina qui courait de partout, quoi. Voilà, c'est vraiment des mentalités, quoi. C'est des mentalités. Il y a aussi le fait que les circuits sont arrivés. Le T100 se met un petit peu le bazar en attirant un peu l'entre-deux-mondes entre le très long et le court distance.
et du coup la réaction d'Ironman avec le Pro Series, je pense qu'on peut pas dire que ça n'a pas eu d'impact sur les courses. Je vois Kat Matthews qui a gagné donc le général l'année dernière, qui fait déjà 2 à Nice l'année dernière, c'est pas pour rien, et qui refait 2 donc cette année pour une trentaine de secondes, je crois, 36. Et elle regagne le classement général. Donc elle gagne pas la prize money du premier, mais elle gagne le prize money de la Pro Series. Et les Pro Series, c'est en temps. Donc les points, c'est en temps. Et moins il y a de distance, moins il y a de temps entre le premier et le deuxième, ou entre les différentes places, plus tu marques de points. Je pense que ça a un petit peu joué sur les stratégies de course. On voyait assez Ouais, les calculs sont différents, les quoi. calculs sont différents. C'était assez. Quand on courait à la place, on savait qu'il y avait 4 places qualificatives pour les pros. Quand on était cinquième et qu'on voyait bien qu'on n'allait pas remonter, ben on débranchait et on partait sur la course suivante. Alors que là, c'est au point et je pense que c'est un petit peu différent. Ça joue. Et après, je pensais pour Laura, en toute comment dire gentillesse aussi, on s'en rend pas compte, mais Laura, elle a 38 ans. Et peut-être que justement, elle sait très bien que si elle court partout. Après, Kate, elle a 34, hein, donc elle a pas beaucoup moins. Hein. Mais je pense que peut-être ça joue aussi. Elle se dit bon, je vais pas m'user parce qu'on récupère, faut pas se leurrer. Même si les performances à 38 ans, même 40, enfin, on sait qu'en triathlon, c'est pas un facteur. La récupération, c'en est un, et on récupère quand même moins bien à 38 qu'à 25, quoi. Hein. Donc peut-être c'est pour ça qu'elle court moins aussi. T'es en train de me dire qu'on rajeunit pas? On rajeunit pas, on peut garder les performances longtemps, hein, n'est-ce pas mais les récupérations, faut bien gérer, quoi. Ben c'est incroyable parce que du coup là elles ont vraiment été poussées du devant de la scène par une jeune qui arrive, Solveig, donc qui gagne qui a 25 ans. Elle débarque du court distance, elle fait une première saison sur du très long. Alors on peut en discuter un petit peu, hein, mais c'est quand même un phénomène qui est assez récurrent puisque depuis quelques années c'est chez les hommes que ça se passe. On voit bien, il y a une jeune génération. Sam, qui était jeune à l'époque où il a commencé à percer. On arrive de plus en plus jeune sur le très longue distance, quoi. Oui, euh, oui. Pourquoi je sais pas, mais effectivement. Après, est-ce qu'on commence pas plus jeune aussi De plus en plus. Voilà, donc l'air de rien, à 25 ans, parce qu'elle a 25 ans, hein, Solveig, ça fait peut-être 15 ans, j'exagère, mais 15 ans qu'elle fait du tri, hein, peut-être même plus. Je sais pas, je connais pas trop son histoire avant. Je sais que ça fait longtemps que je la vois, elle est passée par Poissy. Enfin, je sais pas si elle était à Poissy ou si elle s'entraînait avec Poissy, mais enfin, voilà, elle a été avec Poissy, avec notre ami Casper aussi, hein, d'ailleurs, qui Casper Stone, elles s'entraînent ensemble. Euh, Après, effectivement, de venir du court, bah, ça donne quand même une vitesse, une base de vitesse qui reste assez longtemps aussi. Euh, ouais, c'est une des pistes, quoi. Parce qu'ils s'entraînent, on en viendra peut-être, mais elles s'entraînent pas énorme, hein, Solveig. Quand je vois ces entraînements, alors après ils nous disent peut-être pas tout, hein, mais quand je vois le volume qu'elle affiche entre 25 et 30 heures, je veux dire, nous on faisait ça en 2 jours, hein, j'exagère, mais voilà, nous on s'entraînait presque 40 heures par semaine, quoi, entre 30 et 40. Là, et bon, elles s'entraînent certainement beaucoup mieux que nous, hein, mais on regarde ces sessions à part leur un petit peu leur spécificité où ils font comment dire de l'intensité sur plusieurs sports la même journée, voire dans la même journée le même sport de l'intensité 2 fois, mais face à rien vu de l'extérieur, ça a rien d'extraordinaire, hein, leurs entraînements, quoi. Le fameux double seuil. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense qu'entre le double seuil et ils aiment bien rajouter du sel dans la salade quand même. Parce qu'ils font souvent de l'altitude, ils font très souvent de la chaleur. Et quand on sait l'impact de ces deux facteurs-là, si on rajoute le double seuil à ça, c'est quand même assez incroyable ce qu'ils se mettent dans la quiche. Oui, oui, je pense que les Norvégiens sont très pointus, quoi. Ils laissent rien au hasard. Non pas que les autres laissent des choses au hasard, quoi, mais je pense qu'ils vont vraiment très loin dans la recherche des gains marginaux et Qui, autres. qui ne sont plus marginaux du coup aujourd'hui, parce À la que fin, ouais, ne sont plus marginaux, quoi. on voit, c'est quand même assez historique sur l'histoire de l'Ironman et dans le triathlon tout court, je crois, hein, un podium 100% norvégien chez les hommes, vainqueur norvégienne chez les filles. C'est l'année dernière avec leur relatif échec sur les JO.
Et vouloir revenir rapidement sur le long comme ça, encore une fois, c'est quelque chose qui était assez peu vu avant. De passer du court au long en aussi peu de temps, c'était pas vu. Jusqu'en 2022, ça se voyait pas. Là, maintenant, ils font les allers-retours tout le temps, puisqu'ils essayaient encore de se qualifier sur le court il y a pas très longtemps. Casper Storm faisait partie du squad qui était missionné sur les JO et Tokyo 2020. Là, maintenant, on voit bien qu'ils sont au top mondial sur le long. C'est quelque chose qui se voyait pas avant. Et entre le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui basculent rapidement du court au long et qu'on n'ait plus cette génération de gens qui ne sont plus des spécialistes mais qui arrivaient d'une monodiscipline. Nous, on a commencé, c'était des coureurs à pied qui venaient apprendre à nager ou c'était des nageurs qui venaient apprendre à faire du vélo. Là, aujourd'hui, c'est des gamins qui sont nés dans des clubs de triathlon. Enfin, je pense que ça fait aussi la différence quand même. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a eu en fait, si je schématise, je dirais un peu trois étapes, je dirais. Au tout début, les Scott Molina, le Big Four, hein, les Tinley, etc. Et puis bon, toute leur génération faisait ça, puisque Mark Allen, bon, il pouvait gagner un Ironman et puis gagner le championnat du monde à Avignon. Donc, ils couraient un peu tous sur toutes les distances. Et ça a duré le début du triathlon. Et après, il y a eu une spécialisation effectivement où les gens faisaient ou du long ou du court, quoi. Et là, effectivement, on est en train de revenir vers un peu une mixité, passer du long au court. Après, c'est les entraînements aussi. Comme on s'entraîne, on s'est aperçu c'était plus nécessaire de s'entraîner 40 heures pour performer. Je pense que en ciblant bien les entraînements, on peut effectivement maintenant gérer les deux distances à haut niveau. Parce que bon, après, au niveau amateur, on se fait plaisir, on fait toutes les distances. Mais au niveau pro, on arrive maintenant à gérer les deux, quoi. Et puis les curseurs d'intensité, je pense, alors sans vouloir dire que les anciens faisaient 40 heures et faisaient 40 heures de balade, mais je pense qu'il y a des intensités qui sont beaucoup mieux calibrées. Le rapprochement entre science et sport a jamais été aussi important. Et je pense que ça permet d'optimiser entre le temps d'effort et le temps de récupération, les adaptations, les calculs de la planification. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment évolué ces dernières années. Et on peut pas dire autrement, mais les Norvégiens, je pense qu'ils ont poussé les curseurs vraiment tout au long, quoi. Ouais, bien sûr, oui, puisque nous, quand on courait, je dirais, au départ, il y avait même pas le cardio, hein. Le cardio est arrivé dans les milieux des années 80. Donc, au début, on avait la montre, et encore, certains couraient sans montre. La montre, c'était juste pour pas oublier de se ravitailler. Il y avait le petit bip, la première Timex Ironman, là. Il y avait le bip toutes les 5, 10, 15 minutes pour dire, hey, pense à boire, salut, pense à manger. Mais voilà, quoi. Bon, après, le cardio, et puis après, la puissance, et puis les lactates, et puis, etc., etc. Oui, maintenant, je pense que il y a une connaissance du corps qui est beaucoup plus poussée, c'est certain. Et puis des facteurs environnementaux, quoi. Bon, tout ce qui est température et ainsi de suite, c'est quelque chose, on s'en doutait quand on allait à Hawaï, mais qui était peut-être un petit peu pris, entre guillemets, de manière moins prioritaire. Il y a un scientifique de l'entraînement, mais qui est aussi recordman age group à Hawaï, Dan Blues, qui disait si tu t'entraînes pas à la chaleur avant d'aller faire Hawaï, c'est même pas la peine de prendre tes billets. Ce qui, Voilà. aujourd'hui, est pas faux, quoi. Alors c'est là où, alors encore une fois, en toute modestie, etc., on reste très très humble parce que je pense que c'est quelque chose que les coachs ont quand même envisagé. Je vois beaucoup d'athlètes se préparer à Lanzarote. Alors c'est pas une erreur, attention, hein, voilà, on va rester toujours très très modeste. Je pense que c'est pas les mêmes conditions que Hawaï, quoi. Ça a beau être une île volcanique, ça a beau être un parcours assez accidenté, bon, c'est pas exactement le même parcours, mais la température, l'humidité, ça n'a rien à voir. Et sur Lanzarote, vraiment, on se déshydrate, mais on grille, hein. Voilà, le terme, c'est ça, c'est le vent, c'est assez sec, l'eau s'évapore, voilà. Alors que c'est pas du tout pareil. Alors, est-ce qu'il faut venir un peu plus longtemps sur Hawaï? Peut-être que à Lanzarote, nous on voit que ce que les athlètes nous laissent voir. Peut-être qu'ils s'entraînent aussi dans leur salle de bain. Alors j'exagère, mais avec avec de l'humidité, etc. Mais dans des thermorooms ou des choses comme ça, je pense qu'ils font. Mais bon, voilà, vu de l'extérieur, ça donne un peu cette idée-là que Hawaï, il faut vraiment être sur Hawaï pour retrouver ces conditions-là, quoi. Carrément, carrément. Et du coup, Solveig qui s'entraîne, donc elle s'entraîne plus ou moins de manière régulière avec le squad des Norvégiens. Elle fait une course. Pour toi, elle fait quoi? Elle fait une course d'attente, elle fait une course de rookie, elle fait une course
Je pense pas que c'est une course d'attente. Elle a fait sa course, en fait. Elle s'est pas préoccupée de savoir devant. Enfin, si, forcément. Mais je veux dire, elle a pas fait sa course en fonction de ce qui se passait devant. D'abord parce qu'elle avait pas la pression, entre guillemets, même si peut-être elle se la mettait elle, mais elle avait pas la pression des médias, elle était pas favorite, etc. Je pense elle a suivi son plan de course. Et que voilà, ça c'est devant en fait que ça s'est décanté tout seul, quoi. Elle a vraiment suivi son plan. Il y a peut-être Kat qui sur la fin elle est sortie de son plan à elle quand elle a vu qu'elle revenait fort quand on lui a dit elle est devant, qui aurait pu sauter à pied parce qu'elle a accéléré quand même encore en fait elle a vraiment fait du négatif split, elle a accéléré de plus en plus. Mais je pense que Solveig, voilà, elle est restée dans son plan de course, dans sa gestion. Alors je sais pas ce qu'ils avaient déterminé, est-ce que c'est en fonction des watts, je ne sais rien moi, du cardio, je sais pas, mais elle est restée sur son plan, quoi. Avec une course, comme je dis, assez solide. Elle sort à 5 minutes de l'eau. Ouais. Elle fait le meilleur temps vélo à 1 minute près, quoi. Et puis voilà, à pied, elle a fait sa course. C'est vrai que c'est quand même un gabarit, un sacré gabarit. Elle est grande, costaud. Elle a comment dire, une course à pied, une gestuelle de course à pied qui est pas forcément économique, avec les pieds qui partent un petit peu vers l'extérieur lorsqu'elle remonte la jambe, mais c'est ce qui lui correspond et on voit que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un geste académique pour être efficace, quoi. Non, c'est l'efficacité vraiment oui, c'est ça, c'est l'efficacité qui a primé sur l'esthétique. Et puis le fait qu'elle soit pas sortie, j'ai le même avis que toi. Je pense qu'elle est restée sur ses calibres et ses scénarios à elle, parce que j'imagine qu'elle était aussi sur certains scénarios et comment réagir sur certains faits. Le fait qu'elle soit dans le deuxième pack, que ce deuxième pack il est géré un petit peu, enfin qu'il soit resté relativement solidaire jusqu'à oui. Après c'est un peu explosé, mais elle est restée en tête. Par contre, sur le retour vélo, elle a vraiment fait la différence par rapport à certains qui ont vraiment laissé partir la course, quoi. Et peut-être que justement, soit c'est de la gestion pure, soit c'est son gabarit. Parce qu'au retour, il y a quand même le vent 3/4 face. Quand on est costaud, puissant, il y a une sacrée différence. Moi, je faisais 60 kilos quand je courais. Quand il y avait le vent 3/4 face, pour rester au milieu de la route, c'était compliqué, quoi. Hein. On se faisait vraiment balader de droite à gauche. Donc, quand on est costaud, massif, alors massif, j'exagère, en toute par rapport à une Laura, par exemple, voilà, puissant, bien charpenté, bien posé, parce qu'elle est bien posée sur son vélo. C'est quand même un atout indéniable, quoi. Bien sûr, et c'est sur sa course à pied, le fait qu'elle ait peut-être relativement fait un effort différent par rapport aux autres, ça a pu peut-être lui permettre de poser un petit peu plus fraîche au niveau musculaire aussi. Bien sûr, bien sûr. Sur une Laura, Laura, elle a vraiment un gabarit très grand, très fine, très filiforme. On imagine que pour dégager cette puissance-là sur le vélo et à cette vitesse de déplacement-là, elle est terrible. Elle a dû puiser un petit peu plus que les autres, et c'est ce qui a créé certainement cet écart chronométrique derrière. Par contre, la course à pied, je voyais Laura performer mieux que Kat sur ce marathon. Moi aussi. Honnêtement, moi aussi. Est-ce que c'est parce qu'on a l'habitude de voir comme ça? Est-ce que, bon, elle a quand même un chrono à Nice l'année dernière, Laura, en 2,44, quoi. Donc, bon, voilà, hein, on sait que ça va vite. Elle a cette morphologie, justement, assez fine, longiligne, qui fait que il y a quand même beaucoup de surface pour évacuer la chaleur. Mais bon, voilà, Hawaï reste Hawaï, hein. Parce qu'elle a quand même pris, je sais plus, mais 7, 8, 9 minutes, je sais plus, 9 minutes par rapport à Kate, c'est ce qui est beaucoup, quoi. Incroyable. Ouais. Elles sont souvent au coude à coude. Voilà. Elles sont à quelques secondes près, et là, voilà. Là, 2,47 quand même. 2,47 pour le marathon à Hawaï de la part de Kat Matthews, qui, voilà. C'est le record féminin. Le record féminin, ce qui est une course incroyable, et je pense qu'elle était vraiment en mission. Et le fait qu'elle voit que dans le classement, elle remonte de manière mécanique sans doubler, elle se dit peut-être que devant, ça peut tout sauter. C'est vraiment une des rares victoires qui lui manque sur son palmarès, parce que on parlait tout à l'heure du palmarès de Laura, mais le palmarès de Kat, il est aussi assez incroyable. Et c'est un titre, j'espère qu'elle est déjà en train de récupérer et de penser j'imagine pas autrement qu'elle puisse être en train de penser à Kona 2026 en passant à 36 secondes du titre comme ça, j'imagine pas autrement. Ouais.
Et après, dernière chose aussi sur le côté performance, c'est la gestion, la gestion énergétique, quoi. Moi, quand je vois ce qu'ils arrivent, alors je parle vulgairement, hein, mais à se mettre dans le cornet au niveau alimentation. Ben, bon, ok, les fabricants ont fait des gros progrès, hein, les produits maintenant sont beaucoup plus digestibles, etc. Mais arriver à avoir autant de carbohydrates Sans avoir de problème sans digestif. vomir, je veux dire ça vulgairement, c'est impressionnant, quoi. C'est à peu près trois fois ce qu'on pouvait ingurgiter il y a quelques années. Donc forcément, on en parlait au début, c'est ce qui permet aussi de garder une efficacité et une allure soutenue plus longtemps, forcément. Plus longtemps. Et si on applique ça à l'entraînement, ça veut dire qu'on est capable de s'entraîner un petit peu plus souvent, à des allures plus importantes, le système musculaire va s'adapter un peu mieux, et c'est ce qui crée ces vitesses incroyables. On a moins besoin d'attendre de refaire les réserves, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est aussi ça, la gestion de l'entraînement. Avant, quand on mettait beaucoup moins de carbohydrates, si on revenait d'une 5 heures de vélo avec 30 grammes à l'heure, ben, on finit pas dans le même état que quand on fait 5 heures de vélo à 60, 70 grammes à l'heure. Et donc, du coup, on peut réactiver plus vite derrière. Ça fait déjà 1 heure, donc je voudrais pas te retenir trop longtemps. Par contre, on peut pas parler non plus de la course des Françaises. Elles étaient quand même assez nombreuses pour une fois au départ, mais On moi, peut on peut en parler vite fait, mais effectivement, on voit que là, il y a un sacré gap. Hein, on savait Charlène Clavel solide. Hein, donc elle est positionnée par un de nos techniciens qui la connaît sur le vélo, hein, qui la connaît un peu. Voilà, on sait que c'est quelqu'un de studieux, d'appliqué, qui travaille. Non pas que les autres ne travaillent pas. Hein, on sait que c'est toutes des grandes championnes qui s'entraînent beaucoup. Mais voilà, on sait ce côté appliqué de Charlène. Marjolaine, elle a eu mal au dos et Marjolaine, c'est quelqu'un qui est un peu moins régulier, qui a un gros potentiel, bien sûr, on l'a déjà vu, hein, mais qui découvrait un peu la course aussi, qui a eu mal au dos, donc ça peut aussi expliquer ça. Hein. Des fois, dans une eau justement agitée comme on a là, au niveau lombaire, c'est pas toujours top, quoi. On a eu des abandons, hein, Jeanne Collonges, Justine Mathieu, Jeanne Collonges, elle était un peu au dernier moment, elle s'est un peu inscrite au dernier moment. C'est pas qu'elle n'était pas dans la course, mais voilà, elle avait peut-être pas eu la préparation spécifique pour ça. Justine qui a beaucoup couru. Julie, qui fait une superbe natation, hein, comme d'habitude. Julie Yemolo, hein, qui sort en 51 minutes, je crois, quelque chose comme ça, qui fait un bon vélo. Alors j'ai entendu dire qu'elle avait eu 30 minutes de pénalité, mais j'ai pas su pourquoi. Je sais pas si c'était vrai ou pas. Okay. J'ai vu passer ça dans les commentaires, mais j'ai pas eu la confirmation. Ouais, donc c'est sous réserve. Mais voilà, qui a fait une course, qui a fait sa course. Okay. Mais j'avais des gros espoirs. Alors, je savais que Charlène allait faire une belle course, mais je la savais pas dans ce classement aussi haut entre les Françaises. J'espérais un petit peu, entre Marjorie et son potentiel et son expérience, parce que du coup, expérience partagée, elle est entraînée par le mari de Lucy Charles. Donc, c'est ça, ouais. Non, je crois, ouais. Ouais, et j'imagine que elle peut pas ne pas avoir profité de cette expérience-là, parce que Lucy, c'est quand même quelqu'un qui est très expérimenté maintenant. Et puis notre fameuse alors Julie c'est un vrai moteur, mais par contre je pense que elle fait partie de ces athlètes qui courent beaucoup et c'est vraiment incroyable. Je pense que si elle se focalisait peut-être un petit peu plus sur Hawaï, mais ça lui couperait certainement d'autres apports financiers, elle pourrait peut-être exploiter encore plus son potentiel, mais j'imagine que pour nos athlètes françaises, ça demande un petit peu plus de sacrifices que pour les autres. C'est clair. Oui, Julie court beaucoup. Voilà, son copain qui est coach, donc encore une fois, on va pas assumer. Pas de souci, ouais, il ne regarde pas. Mais effectivement, elle court beaucoup. Peut-être elle aime ça aussi, je pense. Hein, On voit qu'elle s'éclate, ouais. Voilà, c'est son truc. Je sais pas trop quoi dire. Quoi. Elle était dans son pacing. On sait qu'à pied, c'est pas la meilleure coureuse à pied du circuit, hein, Julie, mais elle est solide. Ouais, je pense qu'elles ont fait de leur mieux chacune. Hein. On peut pas leur jeter la pierre, quoi. Non, puis c'était pas l'idée, hein. C'était juste, historiquement parlant, je crois que c'est jamais arrivé qu'on ait 5 filles pro au départ
sur 60, c'est quand même énorme. Et donc, enfin voilà, même si elles n'ont pas eu la réussite qu'on leur souhaitait, j'espère que ça va ouvrir des vocations et qu'elles vont du coup se dire qu'elles peuvent y aller et qu'elles sont légitimes et qu'elles peuvent sans aucun souci aller se mêler à la bataille, quoi. Oui, bah, je pense. Bon, on a vu quand même Marjolaine l'année dernière sur Nice. Voilà, on a vu que bon, même s'il y a eu des écarts un petit peu importants, on voit que après c'est un parcours qui lui convient. C'était bon, chez elle, c'est pas chez elle, c'est là où elle habite, on va dire. Le Niçois qui parle. Non. Si si. Bon après voilà, moi j'ai entendu dans ses interviews où elle disait qu'elle se sentait bien sur Kona. Alors c'est important de se sentir bien sur Kona parce que c'est assez particulier. Donc elle vient de la Réunion, hein, Marjolaine. Enfin, elle a grandi là-bas. Mais c'est encore une fois, c'est pas comme la Réunion, c'est pas comme Tahiti, Kona, c'est vraiment un truc un petit peu à part, quoi. Mais c'est vrai qu'elle avait une morphologie aussi où on pouvait penser que la chaleur lui conviendrait. Bon voilà, à voir le jour où elle aura pas mal au dos sur cette course-là. Je pense elle peut bien marcher. Puis voilà, puis il y a eu quand même, je crois de mémoire 10 ou 20, je crois que c'est 20% d'abandon. Hein, D'abandon, il y a 44 finishers sur les 60 starters, donc c'est 25%. Ouais, donc c'est énorme. C'est Quoi. énorme. Donc, bon, comme je dis, je pense qu'on n'a pas bien vu, même en connaissant Hawaï, moi je le connais bien, donc j'ai couru 4 fois avec notre association, on avait amené des gens là-bas sur place pendant des années, donc j'ai dû y aller au moins une dizaine de fois. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on se rend pas compte en fait, quoi. Même en ayant été à la Réunion, Tahiti, etc. C'est particulier. C'est Hawaï. Ça draine un petit peu l'énergie. On va pas tomber dans le mystique, mais voilà, il y a des conditions qui sont vraiment spécifiques à Kona, quoi. J'ai connu cette sensation que 2 fois, une fois en Malaisie et une fois à Hawaï. Quand tu descends de l'avion, que tu sors de l'aéroport, donc à Hawaï, tu sors directement de l'avion, mais tu passes d'un milieu, tu passes d'un milieu où t'as la clim, où c'est un peu frais, et quand on t'ouvre la porte, t'as l'impression que tu rentres dans un hammam. Enfin, c'est à la fois la chaleur et l'humidité, et t'as tout envie sauf de faire du sport. Enfin, c'est assez incroyable. Ouais, c'est la magie. On a eu, je voudrais souligner aussi, on a eu un tandem, Céline Bousserez qui était guide de Myriam Amara, qui a quand même gagné la catégorie challenge. Hein, Myriam étant non voyante. Bon, Céline est habituée du fait, hein, puisqu'elle avait eu une médaille au JO aussi avec Anouk Coursia. Mais voilà, donc parler un petit peu des handis, des paras, c'est bien aussi, quoi. Donc voilà, et puis aussi, je voudrais, alors sans oublier les autres, hein, qu'on suit depuis très longtemps, c'est Catherine Ouzo, qui est troisième. Bon, elle dit deuxième parce que là, voilà. Troisième, deuxième, il y a discussion. Voilà, il y a une discussion parce qu'il y en a une qu'on n'a jamais vue, quoi. Qui est bon. Elle mérite bien son surnom hein, sur les réseaux sociaux. Kate, bon, comme Catherine, à mon avis, inoxydable, quoi. C'est impressionnant, une longévité comme ça, et voilà, à souligner. Et puis, félicitations évidemment à toutes les autres. Hein. Bien sûr, tous les finishers, quel que soit le chrono, à partir du moment où on passe la ligne, et c'est assez incroyable. Du coup, on passe le petit coucou à Thierry Foulounou, qui connaît bien Kate Inoxy, Oui. et à toute la team. Merci beaucoup, et puis j'espère que t'as Merci passé, à toi. j'espère que t'as passé un aussi bon moment que moi à l'enregistrer, parce que c'était vraiment super sympa. Et puis j'espère à très bientôt dans la vraie vie. Allez, à très bientôt.